Bonjour Luc, Bonjour Brigitte, bonjour. Merci de l'invitation. ça me fait très plaisir. Donc, je suis avec Luc Vigneault. Ça fait un petit moment qu'on dialogue ensemble, là. On va Absolument, dire oui. presque une année, quelque chose comme Oui, ça. c'est ça, exactement. Oui. On s'est croisés parce que dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse naturellement à la pharmacovigilance, à la déprescription, à l'encadrement, du meilleur encadrement pour les gens qui ont des troubles en santé mentale. Donc, c'est sûr que j'ai été dirigée vers toi. Luc, je t'admire beaucoup. Ben merci. C'est réciproque aussi. Tu es la preuve vivante que quelqu'un qui a subi, disons, qui a été beaucoup bousculé hein, dans son début de vie de jeune adulte. Tu as Oui, reçu un diagnostic de absolument. schizophrénie à 17 ans. Et oui. Et puis, tu as connu donc tout ce qui est l'encadrement de comment tu as été, disons, traité en santé mentale. Ça a été quelque chose assez éprouvant, on pourrait dire. Oui, ben traiter, c'est pas le mot, hein. À l'époque, si on remonte là, 40 quelques années, c'est qu'on gelait les gens, littéralement. Hein. On les surmédicamentait par des doses massives d'antipsychotiques. Et quand ça allait moins bien, ben, on les internait, tout simplement, avec c'est un internement style carcéral. C'était vraiment c'est une prison. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Veut dire qu'on t'empêche de circuler. Il y a des règlements très, très sévères. Tout est barré. Tu n'as pas accès à ton tiroir de bobette. Il faut que tu demandes la permission. Tu demandes la permission pour aller prendre une douche. Tu demandes la permission d'avoir la visite. Non, c'était très... D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a demandé aux pays membres d'abolir ces institutions de style carcéral-là qui existaient à l'époque. C'est en quelle année, là, on parle, que l'OMS a fait cette demande-là? L'OMS a fait ça dans les années 90, quand ils ont Mhm. fait leur politique mondiale de santé mentale, parce qu'on sait que ça n'a aucun effet thérapeutique. Ça n'aide personne. Et malheureusement, il y a encore ce que j'appelle l'héritage asilaire. Hein. Juste, on prend une minute, ben, les fameuses salles d'isolement, les salles de contention, ben, l'OMS décrit clairement que c'est de la torture, hein, et ça a zéro effet thérapeutique. Ça soulage l'entourage des intervenants, mais ça n'aide pas la personne. Donc, et on sait que travailler avec ces méthodes-là, ben, les gens ne se rétablissent pas. T'sais. Donc, maintenant, par une approche plus axée sur le rétablissement, c'est-à-dire sur les émotions que les gens vivent, sur le projet de vie, sur ce qu'ils sont. Puis on sait que la schizophrénie, donc, j'ai, entre autres, contrairement à un infractus, ben, je peux te montrer, Brigitte, sur une radiographie, une infractus. Je peux faire une autopsie, sortir le cœur, puis te montrer la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire. Je ne peux pas te le montrer. C'est vraiment une observation de symptômes. Donc, on est ce qu'on appelle une science molle. Hein, c'est pas péjoratif de dire ça. Donc, la façon de soigner les gens, c'est par la neuroscience que j'appelle vraiment ce que Pinel a fait quand le docteur Pinel en Europe a libéré les chaînes. Lui, il s'est dit, ben, je vais les observer. Plus je vais les observer, plus je vais les comprendre. Puis pour l'aider à observer, ben, il a demandé au moins pire de la gang, hein, qui s'appelle Pousset, qui est devenu le premier père aidant en santé mentale. Ah, ouais. Et par la suite, qui est devenu le premier infirmier en psychiatrie, c'est-à-dire que Pinel observait, puis Pousset les aidait dans son quotidien. Et puis, c'est comme ça que les gens, on a commencé à travailler sur leur établissement des gens. Là, ça fait longtemps, là. On parle de fait 300 ans. Oui, parce que là, il ne faut pas oublier de dire que maintenant, tu es père aidant, patient Oui, partenaire. exact. Mais avant de parler plus spécifiquement de ça, donc, Oui, tu sais, à travers ton parcours, toi, tu es la preuve de tout ce qui a oui, été instauré. oui, On a tout ce qui était déshumanisé, on tend à l'humaniser maintenant exactement. dans les Humaniser les soins. soins. Puis aussi, ça m'avait beaucoup frappé parce que moi, comme je suis pharmacienne de profession, tu m'avais mentionné lors d'une discussion, tu sais, justement, on assommait les gens. Oui, C'était tellement absolument. surmédicamenté que la Beaucoup. personne devenait complètement gelée. Oui, Puis au lieu d'amener la personne à un processus de guérison dans son parcours, c'était plutôt, on l'affaiblissait encore plus. Il y avait vraiment un encadrement qui était très, très, très déficient. oui. Toi, tu as été le témoin vivant de
comment les soins en psychiatrie s'étaient déshumanisés, puis que maintenant, on tend vers l'humanisation. Mais ça reste quand même fragile, hein? Parce que c'est très variable d'un endroit à l'autre. Absolument. Oui. On sait que c'est peut-être moins coutume maintenant, mais qu'il y a quand même beaucoup d'éducation à faire, autant au niveau des médecins, des psychiatres, les psychologues, les pharmaciens, les infirmiers, en fait, toutes les équipes médicales qui sont dans le traitement puis dans le suivi de l'individu. Puis il y a quelqu'un qu'on connaît bien, toi et moi, Gabor Maté, hein, que lui apporte un autre regard différent sur la santé Oui. mentale. Mais ça reste que il y a un élément qui a été quand même propulseur pour toi. Quand tu étais jeune adulte, Oui. ça faisait quelques années, tu avais eu ton diagnostic, tu as rencontré une intervenante dans un centre qui t'a quand même accueilli, puis qui t'a pris comme main dans la main. C'est une image que je donne. C'est une belle image. Oui. Et qui t'a dit, Luc, il faut que tu trouves un rêve en toi C'est ça. qui va t'animer. Exact. Puis ça a été comme... C'est l'élément déclencheur, C'est tu sais, parce qu'on oublie de demander aux gens s'ils ont des rêves, des espoirs, qu'est-ce qui les anime dans la vie, parce qu'on a réalisé que c'est la meilleure façon d'aider. Puis bon, moi, tu sais, à l'époque, je prenais, 32 pilules par jour. J'avais deux sortes d'antipsychotiques, des somnifères, des antidépresseurs, des médicaments correcteurs, anticholinergiques, name it. Puis j'avais pas de vie. Je dormais 16 heures par jour, puis tout. Puis cette personne-là, ça n'a pas de sens. Puis à chaque fois que je voyais un intervenant, c'est as-tu pris tes pédules? Puis la conversation. Tu étais tout jeune aussi. Oui. Là, je veux dire, Fait qu'elle m'a demandé, c'est ça. Bon, moi, je suis quelqu'un qui adore la politique. Oui. Fait que, bon, je me suis dit, peut-être député, non. Bon, peut-être conseiller politique. Fait que j'y ai dit ça. J'aimerais être conseiller politique. Puis elle me dit, avec un beau grand sourire, c'est une excellente idée, ça va leur faire du bien. Et elle m'a cru. Et le fait qu'elle m'ait cru, ben, c'est le point tournant de ma vie. Il y a quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, je n'y croyais plus. Et c'est ça qui a allumé une lumière. Là. Bon, puis ça a été long après ça, mais pour y arriver, bien sûr que ça prend un plan d'action qui est axé sur le projet de vie et non axé sur l'élimination des symptômes. C'est Donc, ça qui est toute la différence. Tu as été capable, à partir de ce moment-là, d'éveiller une inspiration puis une motivation en toi de dire ma vie, je la prends en main. Parce que ça demandait aussi beaucoup de courage. Là. Tu sais, c'est... Ben, j'en avais marre tu sais, je dormais 16 heures par jour. J'avais des tremblements. J'avais l'ouïe affecté. J'avais la cathésie, là, l'envie irrépressible de bouger. Tu sais, j'étais pas bien. J'étais malheureux. Puis je me suis dit, si ça peut me permettre d'avoir une vie, bon, je vais passer. J'ai fait des tentatives de suicide parce que... Tu sais, qu'à force de ne pas avoir de vie, ben pourquoi vivre? Bon. Finalement, Dieu merci, ça n'a pas marché. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été long, là, on parle de plusieurs années, là, mais à chaque, je dirais, trimestre, quand tu fais le bilan, ben, j'ai avancé d'un pas de plus, d'un pas de plus. Ne serait-ce que de m'intéresser justement à la médication que je prenais, comment ça s'appelle, c'est quoi la demi-vie, ils font partie de quelle famille, etc. Puis, bon, après ça, ben, je me suis lancé dans la recherche. Je fais partie des équipes de recherche. Puis, on sait que juste prendre des pilules, c'est pas suffisant. On l'a essayé, ça marche pas. Donc, il faut accompagner ça par des traitements, par de l'accompagnement, par du soutien social, etc., etc. Donc, ça a été ma motivation. Quelqu'un qui croyait en moi. Voilà. C'est une grande renaissance. Oui, absolument. Puis, quand tu dis que tu t'es intéressé, tu as commencé à faire des recherches, tu es doté d'une très grande curiosité, tu es un grand orateur, ça me surprend pas que tu avais choisi de penser à devenir député politique parce que je pense que tu as tout ça en toi. Oui. À travers, donc, ceci, ça t'a permis aussi à moins prendre de médicaments. Absolument. Parce que tu étais capable de dialoguer avec oui. ton personnel traitant, fait que tu amenais un questionnement qui était valable pour toi. Bien, c'est-à-dire, je me suis entouré de gens qui croyaient au rétablissement, qui ne croyaient pas juste à la pelule, y compris des psychiatres, puis des pharmaciens, des infirmières. Tu as dû vivre la résistance des fois? Ah oui, bien, c'est sûr que certains disaient, tu prends tes pelules ou on te met
en queue fermée, qui était l'hospitalisation involontaire à l'époque. On m'a menacé, on m'a mis en salle d'isolement. J'en ai bavé. Là, écoute, j'en ai bavé. Il y avait de la résistance énorme, énorme. Mais à travers ça, il y avait tellement du bon monde qui travaillait avec amour, puis qui disait, être gelé, puis pas avoir d'émotion, c'est pas une vie. C'est pas ça vivre, tu sais. Entre parenthèses, pour ça, dans la littérature, moi, toute la littérature où les patients n'ont pas leur mot à dire, où les proches sont pas là, bien, pour moi, c'est caduque. Quand il dit tel médicament fait que la personne est bien, attends un peu, là, est bien, du point de vue de qui? Est bien parce qu'elle parle pas, elle revendique pas, elle est assise, puis elle se barre toute la journée. C'est ça être bien? Non, c'est pas ça être bien. Être bien, c'est être actif, avoir une vie, etc. Donc, ces gens-là, on a ajusté la médication, puis on a écouté les plaintes des gens, ce qu'on appelle les plaintes. Là. La plus grosse plainte, c'est d'avoir le cerveau voilé, de ne plus être capable de réfléchir, de ne plus être capable de distinguer des choses. En fait, j'aime bien ça. cette expression, Oui. d'avoir le cerveau voilé. C'est Oui. comme si tu perdais complètement ta propre entité. Exact. C'est pas ton qu'on te identité. dénaturait. Oui. C'est ce que tu te batailles pour toi maintenant et pour les autres, parce que tu dois sûrement être un phare pour beaucoup de gens, là, avec toutes les batailles que tu as gagnées pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Moi, je dirais que tu es le phénix qui renaît de ses cendres. Oui, exactement. Je me souviens d'une rencontre familiale où ma sœur représentait la famille, puis que l'équipe était là, puis le psychiatre disait à ma sœur, votre frère, il est fini. Textuellement, il est fini. Il n'y aura jamais de vie, il n'y aura jamais de relation, il ne pourra pas travailler, il faut l'envoyer en institut. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Mon Dieu, à peu près ça, un petit peu avant 30 ans, oui. C'est je sais pas, moi j'entendais, là, j'étais là, et puis ma soeur a dit non, j'accepte pas ça. Tu avais le soutien de la famille, donc? Oui, de façon indéflectible, oui. Ça, c'est important. C'est important. Ils m'ont toujours soutenu, toujours cru, toujours accompagné. Ils se sont mis à avoir une vision critique aussi des soignants. Là, attends un peu, là, nous on le connaît, là, parce que, tu sais, on est dans le bureau d'un professionnel 1 heure, mais des fois une demi-heure. Puis des fois, c'est aux 2 semaines, même des fois, c'est aux 3 mois. Moi, ma soeur, à un moment donné, je vivais chez elle. J'étais chez elle 24 heures par jour. Je pense qu'elle me connaît un peu mieux que ceux qui me voient 1 fois ou 3 mois. Voilà, c'est ça. Fait ensemble, ça a été difficile, mais on a trouvé ce qu'on appelle une dose qualité de vie d'abord pour enlever ce voile-là. Et là, ça m'a permis de me mettre en action, puis de comprendre, puis d'aller chercher de l'aide, puis de faire mes recherches. Puis, Et comment tu t'es mis en action? Parce que je vois à travers toute ta biographie, mon dos, c'est quand même impressionnant. Hein? Tu as eu des prix en 2009 à partir de la Société de santé mentale. 2010, tu as eu la plus haute distinction pour la reconnaissance dans tes activités pour faire... l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Exact. Ils ont pris hommage. Oui. Et tout de suite, embarqué, donc on en parlait tantôt, patient partenaire, c'est quelque chose, c'est un terme qu'on connaît moins, mais qu'on commence à plus entendre. Donc, c'est vraiment des gens qui sont... qui ont vécu un type de pathologie, qui deviennent actifs, soit au niveau des universités pour enseigner, ce que tu fais, parce que toi, maintenant, tu enseignes à l'Université Laval, la faculté de psychologie, pharmacie et médecine. Oui. Puis en même temps, tu collabores en Europe, en France, pour la faculté à Bordeaux de psychologie, puis certaines divisions universitaires à Paris. Écoute, c'est très prolifique, là. Exactement. Puis récemment, je suis formateur pour l'Ordre des pharmaciens du Québec sur justement l'Alliance thérapeutique, que je travaille avec deux pharmaciens, il y a Philippe Vincent puis Marie-France Demers. Mais bref, parce que moi, je me suis dit, j'ai tellement souffert, Brigitte, mais d'une souffrance qui est incommensurable, que je me suis dit, il faut que j'évite ça à mes pairs, il faut que j'évite ça aux gens. Et la meilleure façon pour moi, ça a été par la recherche, parce que la recherche, c'est un outil de convaincre les politiciens, de convaincre les gestionnaires d'hôpitaux. C'est pas moi là, qui se plaint, c'est pas Luc,
c'est la science qui vous dit ce que vous faites, ben ça marche pas, puis voici comment faire. Puis après ça, ben je me suis dit, il faut enseigner ça aux nouveaux. Ouais. Fait que c'est comme ça que... Ben, on est en train de changer de C'est paradigme. ça, Hein? t'es en Moi, train ça de fait changer de partie de paradigme. Oui. c'est ma mission. C'est Oui. pour ça qu'on est assis ensemble aujourd'hui puis que je suis active dans les milieux de la santé. C'est justement pour amener un regard différent, autant comment on traite certaines pathologies Oui. et surtout la santé mentale, parce que moi, dans mon milieu proche, dans ma famille, j'ai des gens qui ont Oui. combattu Oui. la santé mentale. On a déjà échangé là-dessus. Puis je vois très bien les écueils qu'on frappe et même en étant dans le milieu, c'est toute une escalade, hein? Oui. Parce que tu sais, quand tu l'as dit tantôt, tu t'es battu, tu entendais, tu sais, avais un discours quand même qui était assez dénonciateur Oui. et Ah non, dur. Oui. Puis maintenant, tu es gagnant là-dedans. Ben oui, celui qu'on mettait en isolement pour mes propos, en juin dernier, j'ai reçu un doctorat honoris causa de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Donc, c'est bravo, mais en même temps, elle m'a dit, bon, tout Seigneur, tu sais, c'est les mêmes propos. Ça, j'ai tout le temps, j'ai tellement lutté pour des traitements axés vers le rétablissement. J'ai tellement lutté pour ce qu'on appelle le décloisonnement au niveau des ordres professionnels. Hein, les médecins avaient une charge gardée de la prescription, puis c'est moi, puis c'est mon patient. Alors, nous, on n'appartient à personne. On n'est pas le patient avant. Donc, que les pharmaciens et les infirmières puissent maintenant diagnostiquer, ajuster la prescription, c'est 40 ans de bataille là, que moi et d'autres ont mené. Là. On est vraiment dans l'alliance thérapeutique. Dans l'alliance Parce thérapeutique. que maintenant, on a un regard qui est multidisciplinaire pour accompagner les patients. Puis c'est ce qu'on fait de plus en plus en pharmacie communautaire. Puis c'est pour ça que, avec les conférences que tu portes fièrement avec certains pharmaciens, ça te permet d'avoir ton mot, puis de porter tes connaissances, puis de dire, parce que vu que tu l'as vécu, étant une histoire vraie, on capte l'émotion, puis c'est plus facile pour les professionnels de la santé de capter puis de comprendre comment c'est important de démystifier comment on dialogue avec les gens qui ont des problèmes en santé mentale. Puis en pharmacie communautaire, on ne peut pas se le cacher, là, c'est une des plus grosses clientèles qu'on a. Là. C'est les gens qui viennent nous voir. Surtout depuis la pandémie, hein, oui. On va s'entendre que... Mais ça a toujours été une grosse clientèle. Ça s'est ça. accentué. C'est sûr que c'est sur des paliers différents, mais tu sais, les gens ont tellement besoin d'écoute. Oui. Puis de savoir comment on peut mieux gérer sa médication. Puis moi, je dis toujours aux gens, venez nous voir si on peut regarder pour... être en pharmacovigilance, on peut faire une déprescription parce qu'on sait aussi que ça peut aider pour certains effets secondaires, puis d'avoir une vie plus normale et plus équilibrée. Maintenant, Brigitte, on sait les molécules qui causent les troubles sexuels, qui causent le gain de poids, qui causent l'insomnie ou qui causent la somnolence. La recherche fondamentale doit quand même amener à connaître ces molécules-là. Donc, tu sais, avant, on disait c'est dans ta tête. Ah, t'es gros parce que tu manges trop. Non, attends un peu. Maintenant, on sait qu'il y a des molécules qui font engraisser rapidement. Donc, on les connaît, donc on peut ajuster la médication. Ça, c'est les questions qu'on se fait se poser le plus souvent. Ah, j'imagine. Hein, Est-ce que je vais avoir des problèmes avec ma libido? Est-ce que je vais prendre du poids? Ça affecte la libido, certaines molécules. Beaucoup, oui. Donc, il faut les connaître. Exactement. Ce qui est aussi déstabilisant pour les professionnels de la santé, c'est quand on voit quelqu'un qui revient nous voir de façon récurrente, puis on sent qu'il nous manque un outil. Puis souvent, cet outil, c'est pas la pilule miracle. Non. Parce que, tu le sais, c'est vraiment l'accompagnement, l'écoute. Tu sais, c'est pour ça qu'on tend vers avoir des hubs où les gens peuvent se rencontrer, avoir des ressources. C'est ça, ce que tu crées oui. dans tes rencontres. L'entraide. Puis, on ne dira jamais assez, on ne peut pas aider quelqu'un seul, comme pharmacien, comme médecin. On ne peut pas aider seul. Ça prend une équipe. Qu'est-ce que tu suggères? Absolument. Donc, si je prends les pharmacies communautaires, il faut référer à des groupes communautaires locaux qui sont facilement trouvables via le 211.ca donc, ou le 811 option 2. 811 option 2 là, au Québec, là, c'est ce que... Vous allez avoir, ils vont vous donner toutes les informations nécessaires.
les centres de prévention de suicide, les centres de crise. Quand un pharmacien, une pharmacienne fait face à une personne en crise, il peut appeler là. Mais surtout de référer aux cliniques des premières psychoses, entre autres, à des cliniques au niveau de la dépression. Ne travaillez jamais seul parce que vous allez vous étouffer, vous allez vous épuiser, puis c'est pas aidant pour personne. Donc, il faut absolument aller chercher des alliés autour de la pharmacie, là. On n'en parle pas assez de ça. Non, on n'en parle pas assez. On n'en Ouais. parle pas assez. Tu sais, vous avez des comptoirs avec des dépliants, vous pouvez mettre des ressources Mhm. communautaires. Ils sont tous regroupés, là. Fait que vous pouvez appeler à une place, puis ils vont s'occuper de tout. Ils vont être bien contents de mettre des dépliants dans vos trucs, des salles d'attente en pharmacie, là. Donc voilà, puis d'être conscient que ça existe. Parce que juste prendre que ce soit en santé mentale ou même n'importe quel trouble physique, juste prendre des pilules. Tu sais, diabète, par exemple, diabète, il faut que tu changes ton alimentation, hein? Faut que tu fasses de l'exercice, faut que tu connaisses les glucides, des trucs de même. Mais c'est tous les aspects de prévention, c'est les ça, saines habitudes de vie. oui, Puis ça doit être habitudes très de vie. important Oui. aussi en santé En santé mentale mentale aussi. pour garder sa plénitude puis sa stabilité. Exactement. Toi, y a-t-il des choses que tu as dû faire, de certains changements dans tes habitudes de vie quand tu as repris là, ta souveraineté là, sur ta vie? Là? Dans la trentaine? Là, c'est sûr que oui. Bon, par exemple, je prenais beaucoup de drogue. Là. J'ai arrêté la drogue. Je me suis mis j'ai complètement changé mon alimentation. Moi, à force d'étudier, puis par exemple, les boissons gazeuses, j'en bois jamais. Jamais. Écoute, c'est épouvantable ce qu'il y a là-dedans. Les produits transformés en épicerie, c'est à éviter. Donc, c'est de changer son alimentation. Pas venir fou avec, là, on vient pas fou, mais on est conscient que qu'est-ce qu'on va manger va avoir une incidence majeure sur notre santé, sur notre sommeil, sur notre concentration, etc. Ensuite de ça, aller marcher, faire l'exercice. Tu sais, moi, aller en gymnase, j'haïs ça pour mourir. J'haïs ça. Par contre... Le plein air. Oui, voilà. Faire du plein air, ça en est l'activité physique. Oui. Il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes, bouger de façon que tu aimes. Puis aussi, chez moi, tu sais, moi, je suis père aidant au privé, donc j'aide beaucoup de gens, mais chez moi, c'est mon havre de paix. Donc, les gens ce que j'appelle les gens qui sont proches de moi, c'est pas des gens que j'aide, là. Je comprends quelqu'un qui est suicidaire, peu importe. Il n'est pas chez nous. Chez nous, c'est pas un centre de crise. Chez nous, c'est chez nous. Il y en a plein. Il faut t'apprendre à mettre tes limites. Tu mets tes limites. Voilà, tu mets tes limites. Exact. Dis-moi, je peux pas. Même en pharmacie, dis-moi, là, comme pharmacienne, ça, c'est pas moi, là. Ça, c'est une travailleuse sociale, là. Moi, t'en référer, mais moi, je peux pas. Que ce soit dans la vie professionnelle ou privée, tu mets tes limites. Puis ça, c'est bien, bien, bien important. Tu sais, dans les conférences que je donne, je parle toujours justement de l'équilibre, d'amener son petit rituel au quotidien. Hein? Oui. Ses limites, comment honorer sa vie. Puis en même temps, à travers les recherches que je fais, comme toi, tu fais les tiennes, hein, on rencontre plein de gens ici, à l'étranger. Puis en octobre dernier, j'étais à Washington pour l'International Mental Health Integrative Medicine. Oui. Et puis maintenant, ça devient dans les standards de pratique. Oui, l'alimentation, tout à fait. les saines habitudes de vie et d'enlever toutes les toxines et de réduire la consommation de médicaments au maximum. Oui. Certaines supplémentations, je ne sais pas si toi t'en prends, comme des vitamines. Absolument. Moi, j'ai eu la chirurgie bariatrique. On m'a enlevé une partie de l'estomac, puis je dois prendre certaines vitamines à vie, parce que mon estomac l'assimile pas bien. Là, donc ça fait vitamine partie, D, magnésium, des choses comme ça. multivitamines, etc. Donc, les fameux essentiels. Là, voilà, c'est ça. Puis à chaque année, on fait des prises de sang, puis on s'assure que j'en prends, là, puis que c'est bien balancé. Absolument. Je prends ça. Voilà. Puis les médicaments, pareil, sont essentiels. J'en prends tous les jours. C'est essentiel à ma qualité de vie. Mais les médicaments, ils peuvent aider, mais ils peuvent nuire. Ne l'oublions pas. C'est ça qui est important. J'aime cette phrase que tu viens de dire. Oui. Je l'ai dit tantôt, tu es très prolifique. Tu as écrit plusieurs livres. On les voit ici derrière nous. Ton dernier, avec Tania Lecomte et certains collaborateurs,
Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale pour en finir avec la stigmatisation. Voilà. Parce que notre plus grand frein en santé mentale vers notre rétablissement, notre épanouissement, c'est la stigmatisation. Il y en a encore beaucoup. Les recherches mondiales, les méta-analyses qu'on appelle démontrent que nos plus grands stigmatiseurs, c'est nos soignants. Malheureusement. Donc, pas parce qu'ils nous battent, rassurez-vous, mais ils ne croient pas en nos capacités de se rétablir. Donc, Il y a des préjugés il y qui a des sont encore là. préjugés, il y a des moyens de lutter contre ça. Il faut en prendre conscience quand tu es un professionnel. Puis les méthodes les plus efficaces, bien, c'est de rentrer en contact avec des gens rétablis, parce que n'oublions pas que souvent, les soignants ne voient que des gens malades. Donc, leur perception, bien, c'est qu'ils sont comme ça 24 heures par jour. Non. Donc, de voir des gens qui sont rétablis. C'est de prendre plus de temps. Oui, Tu sais, aussi. quand je parle de gratitude dans certaines de mes conférences, des fois, c'est d'avoir une perspective. C'est comme si on changeait de place. Puis en prenant 2-3 minutes de plus, on réussit à connecter avec l'individu. Puis c'est comme s'il y a une petite lumière qui s'allume, C'est ça. autant pour le soignant que le soigné. Et on déclenche à ce moment-là un effet de possibilité Oui. dans la potentialité de l'individu. Puis ça, je crois que c'est un facteur auquel on doit revenir, que le soignant soit plus à l'écoute. Plus à l'écoute. Puis souvent, les gens me disent, je ne sais pas quoi dire aux gens qui ont des troubles mentaux. Faites-leur un sourire. Juste un sourire, parce que les gens, l'estime d'eux étant son plus bas. Puis juste le fait que quelqu'un nous a souri, ça fait du bien. Est-ce que le toucher, ça peut être quelque chose, c'est comme une toucher, accolade ça dépend. Les personnes atteintes de schizophrénie n'aiment pas être touchées. Ah, OK. Donc, il faut le demander. C'est sûr, quand on connaît pas... Si on ne la connaît pas, on ne la touche pas. Mais quand le lien est créé, là, on se laisse plus toucher, vraiment. Mais quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Ça c'est la consigne. Mais à force de connaître, puis souvent, quand on est soigné maintenant à l'hôpital, les infirmières, ils vont nous le demander. Est-ce que je peux te faire un petit accolade? Oui. OK. Donc, tu sais, ça va. Oui. Mais toucher, c'est important d'être touché aussi en passant. Oui, parce que parfois, dans certaines rencontres que j'ai eues, il y a des gens qui n'ont jamais été massés, par exemple, qui n'ont jamais été câlinés de par, justement, leur stigmatisation dans leur cube de diagnostic. Oui. Ce qui est quand même incroyable. Luc, tu es quelqu'un avec qui je pourrais dialoguer longtemps. Ben oui, moi aussi, on pourrait en dire beaucoup. Tu dois avoir beaucoup d'hommages quand même, là, autant de gens qui ont des parcours similaires que toi ou dans les équipes de soins de santé. Ben, oui, c'est sûr, je rencontre beaucoup de gens. Bon, il y a l'âge aussi, là. Fait que, puis maintenant, tu l'as si bien dit, il y a un tournant mondial sur l'humanisation des soins, puis de voir quelqu'un qui a passé par là, ben c'est stimulant, puis les gens ne peuvent pas dire « ça se peut pas ». Ils ne peuvent pas dire « ça se peut pas » parce qu'il y en a beaucoup comme moi. C'est ça qui est important de retenir. Voilà. Et que l'espoir est toujours là, toujours présent, puis toute personne a le droit à un soin, à un service axé sur le rétablissement. Voilà. Bravo, Luc. Ben merci, Brigitte. Ton engagement est un exemple exceptionnel. Ben merci. Puis juste, s'il y en a qui veulent me contacter, j'ai un site web, lucvigneault.com. Oui. Alors, il y a des vidéos de moi, des trucs, voilà, puis au plaisir. Oui, tu fais des balados. Tu es très actif. Je fais des balados. Oui, je te suis. Merci.